Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du droit à l'avortement. La première partie de cette vidéo consistera à comparer les arguments des personnes contre le droit à l'avortement à une version naïve des personnes pour le droit à l'avortement, pour remarquer qu'il n'est pas si facile de justifier le droit à l'avortement. Ensuite, je vous fournirai un fameux argument de Judith Jarvis Thomson pour justifier convenablement le droit à l'avortement. Et pour finir, j'essaierai de vous justifier pourquoi les pro-droit à l'avortement sont généralement capables de défendre l'avortement uniquement de manière naïve. La première manière de défendre le droit à l'avortement est de dire que c'est une notion de liberté. La personne portant un fœtus doit avoir la liberté de garder ou pas ce fœtus. Mais cet argument sans plus de nuances ne permet pas d'aboutir à sa conclusion dans la mesure où l'on s'interdit certaines actions si on les juge problématiques moralement. Et on considère généralement que s'il n'y a pas de raison morale d'interdire, alors c'est la liberté qui compte. Mais appliqué à l'avortement, on aboutit au résultat. S'il n'y a pas de problème moral dans l'acte d'avortement, alors les personnes enceintes devraient avoir la liberté d'avorter. Mais tout le monde est d'accord avec cette phrase. La différence entre les contre droits à l'avortement et les pour droits à l'avortement est que les contre disent qu'il y a des problèmes moraux à l'avortement suffisamment forts pour l'interdire. Certains refusent de réfléchir au fait que l'avortement puisse être problématique moralement en disant que de toute façon, les personnes enceintes qui ne veulent pas d'enfants avorteraient, que ce soit de manière légale ou illégale. Mais si elles le font de manière illégale, alors elles mettent leur vie en danger. Et donc, pour éviter ce problème de santé publique, que les fœtus doivent avoir des droits ou non, il faudrait autoriser l'avortement. Par rapport à cet argument, il est important de justifier que le nombre d'avortements est sensiblement le même que l'avortement soit légal ou illégal, car si on considère que les fœtus ont une valeur importante et que rendre l'avortement illégal réduirait considérablement le nombre d'avortements sans augmenter considérablement le nombre de décès liés à l'avortement, alors on pourrait vouloir interdire l'avortement. Pour justifier que rendre légal l'avortement n'augmente pas significativement son nombre, on peut prendre les données issues des pays qui ont légalisé l'avortement et où il n'y a pas eu d'explosion du nombre d'avortements. On peut limiter l'ampleur de ce résultat en disant que là où l'avortement est devenu légal, dans le même temps, la contraception s'est vue plus facile d'accès. Ce qui fait que comparer le nombre d'avortements entre 10 ans avant et 10 ans après la légalisation de l'avortement est difficile à analyser. C'est un problème multifactoriel. Si aujourd'hui l'avortement redevenait illégal à un endroit où il était légal, il n'est pas si clair d'affirmer quelle serait la part de personnes enceintes qui auraient avorté et qui décideraient de ne pas le faire par peur de mourir à cause de l'avortement clandestin. Mais en même temps, même si ce nombre baissait un peu, il devrait baisser considérablement pour contrebalancer les surmorts liées à l'avortement clandestin, car d'après la source que j'ai mise en description, interdire l'IVG multiplie par plus de 300 les risques de mort, en passant de près de 1 mort pour 100 000 IVG à 330 morts pour 100 000 IVG, ce qui est une variation colossale. Bien que ce que je viens de dire est très convaincant pour les pro-droits à l'avortement, il est important de remarquer que cet argument ne permettra pas de justifier l'avortement à une personne contre. Pour le justifier, je vais prendre un exemple caricatural pour comprendre le problème. Cet exemple peut être sensible pour les personnes traumatisées par les attentats. Si c'est votre cas, vous pouvez passer à la prochaine section grâce au timecode en description. Supposons que l'on ait le choix entre autoriser les tueries de masse ou les interdire, et que ce soit autorisé ou interdit, le nombre d'événements de tueries soit sensiblement le même. C'est sûrement faux, mais faisons cette hypothèse pour poursuivre le raisonnement. Dans ce cas, si les tueries sont interdites, alors le tueur risque d'être abattu par la police, alors que si elles sont autorisées, il ne sera pas abattu. Dans ce cas, avec le même type de raisonnement que pour l'avortement, c'est-à-dire en voulant accepter une pratique sans regarder son immoralité si ça sauve des vies, on pourrait autoriser les tueries de masse pour éviter la mort des meurtriers. Mais cette conclusion devrait paraître abjecte à tous mes auditeurs. Cela provient du fait que les tueries de masse sont moralement inacceptables. On ne va pas les accepter pour sauver le tueur. S'il décide de passer à l'acte, alors tant pis pour sa vie. Cet exemple caricatural est bien évidemment à tout égard très différent de l'avortement, mais il permet de comprendre en quoi dire que la question de savoir s'il y a un problème moral à faire mourir des fœtus est important. Car si c'était le cas, alors l'État ne devrait pas aider les personnes voulant tout de même le faire. Ceci montre que cet argument n'est convaincant que pour les convaincus. Donc, pour pouvoir poursuivre, il faut un argument contre l'avortement, puisque l'on a vu que par défaut c'est la liberté qui l'emporte. L'argument contre l'avortement est très simple, il part de deux prémices. Premièrement, les fœtus sont des êtres vivants humains innocents qui ne demandent pas de mourir. Deuxièmement, sans danger pour nous, il est moralement mal de tuer un être vivant humain innocent qui ne demande pas de mourir. Si on accepte ces deux prémices, alors sans aucun doute, on aboutit au fait qu'il est immoral d'avorter,
puisque avorter correspond à tuer un fœtus. Les contre-droits à l'avortement affirment que les deux prémices sont correctes, alors que les pro-droits à l'avortement affirment qu'au moins une des deux prémices est fausse. Il est difficile d'accepter la pertinence d'une morale minimale commune sans accepter la deuxième, puisque j'ai enlevé le cas de légitime défense et le cas d'euthanasie volontaire pour que la proposition soit consensuelle. Une première manière de tout de même défendre le droit à l'avortement est de faire signaler que les fœtus ne sont pas conscients, et c'est ça qui réglerait tout. Mais ce n'est pas si simple. Pendant le sommeil profond, nous ne sommes pas conscients, et pourtant il reste mal de nous tuer. Donc cet argument ne tient pas. Par conséquent, il semble préférable de justifier que c'est la première proposition qui est fausse. Sachant que je tiens à signaler que la démarche faisant que l'on choisit la conclusion puis la manière de la défendre n'est intellectuellement pas très opportun, mais passons. Ceci dit, est-ce que les fœtus respectent les propriétés suivantes? Ce sont des êtres humains. Ils sont vivants, ils sont innocents, ils ne demandent pas de mourir. Les deux dernières propositions me semblent impossibles à nier. Un fœtus n'ayant rien fait est clairement innocent. Et n'étant pas conscient, on pourrait dire qu'il n'a pas la volonté de vivre, mais ce n'est pas la question. La question est est-ce qu'ils ont la volonté de mourir? La réponse est clairement non. Est-ce que les fœtus sont des êtres vivants? Certains disent que les fœtus ne sont pas des êtres vivants, dans la mesure où ils ne sont pas autonomes. Si on les retire du ventre, alors ils cessent de se développer. Pour ma part, j'ai du mal avec cet argument, car si je prends un être vivant et que je l'isole de tout, alors il va cesser de vivre, car il ne pourra plus obtenir de l'énergie du milieu. Alors que si je prends un être inerte, comme une pierre par exemple, et que je l'isole, alors il ne se passera rien de particulier. Ceci témoigne du fait que les êtres vivants sont caractérisés par une dépendance du milieu, alors que les êtres non vivants, pas du tout. Donc l'argument disant que le fœtus est dépendant de son milieu et pas autonome me semble plutôt un argument disant que le fœtus est un être vivant. Ce n'est pas un être vivant autonome, mais c'est un être vivant. Est-ce que les fœtus sont des êtres humains? Certains disent que les fœtus ne sont pas des êtres humains, mais je ne comprends pas comment c'est possible de défendre cela. Biologiquement, la meilleure manière de définir une espèce correspond à une définition phylogénétique. Or, le patrimoine génétique reste considérablement le même entre le moment où l'on est un fœtus et celui où on est né. Ce qui fait que biologiquement, il me semble difficile de nier que le fœtus est un humain. Mais peut-être que certains d'entre vous diront que le fœtus est biologiquement un humain, mais pas philosophiquement, car il n'a pas les capacités cognitives qui caractérisent un humain. Mais pour revenir sur le cas du sommeil, pendant le sommeil profond, nous n'avons plus nos capacités cognitives d'humains, et pourtant nous restons des humains, ce qui fait que cet argument ne me semble pas convaincant. Arrivé à ce moment de la réflexion, seuls les contre-droits à l'avortement ont un argument viable, et pas les pour-droits à l'avortement, ce qui pose un problème, car on le sait tous, l'avortement est acceptable, non? Peut-être qu'il faut continuer à nier que le fœtus est un être pouvant avoir des droits. Mais en y réfléchissant, cela ne semble pas être une position facile à défendre. Pour le comprendre, il faut savoir qu'à ma connaissance, personne ne défend le droit à l'avortement sans limite de temps. La durée de droit à l'avortement est variable suivant les pays, mais il y a une limite. Personne ne fixe cette limite au jour de la naissance. Mais la seule manière de justifier cela est de dire que le fœtus n'a pas zéro droit. Tout le monde est d'accord avec la proposition. Il arrive un moment où le droit à la vie du fœtus devient plus important que le droit à disposer de son corps de la personne enceinte. Les contre-droits à l'avortement considèrent que c'est dès la conception et pas les pour-droits à l'avortement, ce qui montre que même les pour-droits à l'avortement défendent des droits pour le fœtus. Mais dans ce cas, la première prémisse semble acceptable. Certains défendent le droit à l'avortement sans contrer l'argument contre, mais en disant que actuellement ce sont majoritairement des hommes qui font les lois et que ce sont principalement les femmes qui peuvent être affectées par ce droit à l'avortement. Or, il serait inacceptable que ce soit ces hommes qui disent à ces femmes ce qu'elles ont le droit de faire. Je n'ai rien à redire à cette critique de la disproportion homme-femme dans les décideurs. Cependant, cela me semble hors de propos pour cette vidéo, dans la mesure où nous réfléchissons au bien fondé ou pas du droit à l'avortement, pas au bien fondé ou pas de la manière de son application. À ce moment de la vidéo, pour les pro-droit à l'avortement, on peut être circonspect qu'une chose aussi évidente que le droit à l'avortement semble aussi difficile à justifier. Je vais maintenant proposer un fameux argument de Judith Jarvis Thomson pour justifier le droit à l'avortement. Non pas en justifiant que le fœtus ne serait quasiment rien, mais en justifiant qu'il n'est pas nécessairement mal de tuer un être vivant, humain, innocent, qui ne demande pas de mourir. Cela peut paraître impossible en gardant une morale minimale, mais pour prouver qu'une généralité est fausse, il suffit d'un seul contre-exemple. Ici, c'est une expérience de pensée qui s'appelle l'argument du violoniste. Je l'ai légèrement modifié pour cette vidéo pour éviter certains contre-exemples à sa conclusion. Imaginons que vous alliez à l'hôpital pour donner votre sang pour la première fois, mais que voyant du sang, vous tombiez dans les pommes. Mais avant que vous puissiez vous réveiller, une personne malade arrive à l'hôpital et a besoin d'être en transfusion avec une personne compatible. Mais la probabilité d'être compatible est extrêmement faible.
Statistiquement, il n'est même pas assuré qu'une personne dans le monde soit compatible. Et après avoir testé toutes les personnes de l'hôpital, il se trouve que vous êtes compatible. Les médecins aimeraient vous réveiller pour vous demander votre consentement, mais vous ne vous réveillez pas et il faut vite prendre une décision avant de laisser mourir la personne malade. Ils décident de vous brancher, puis de demander votre consentement pour rester branché une fois votre réveil. Donc, je vous demande de faire l'effort d'imagination où vous vous réveillez et que l'on vous raconte tout ce que je viens de vous dire, en ajoutant que si vous acceptez de rester branché, il n'y a aucun risque pour votre santé, mais que vous devrez rester branché 9 mois pour que le malade guérisse et puisse redevenir autonome, et que pendant ces 9 mois, vous devrez rester avec cette personne en permanence. Vous dormirez à moins d'1 mètre de lui, vous irez aux toilettes avec, vous prendrez votre douche à côté, vous ne pourrez pas avoir de vie sexuelle sans qu'il soit à côté. Sachant tout cela, la question est-ce que vous choisiriez de rester branché ou vous considéreriez que vous avez le droit de le débrancher pour disposer de votre corps? Je ne sais pas quelle est votre opinion, mais personnellement, je considère avoir le droit de refuser de rester accroché à cette personne. Ce qui fait que j'accepte de causer directement la mort d'un humain vivant innocent qui ne demande pas de mourir. Je considère que le droit à la vie de cette personne existe, je ne la nie pas, mais je considère que mon droit à disposer de mon corps existe aussi. Autrement dit, il n'y a pas un des deux droits qui est systématiquement préférable. Par exemple, si je dois rester branché uniquement 30 minutes à la personne, alors je trouve que son droit à la vie prime sur mon droit à disposer de mon corps. Dans l'argument initial de Thomson, nous nous faisons enlever par les fans d'un célèbre violoniste qui est la personne ayant besoin de nous pour vivre. Mais le problème avec cette version est que la conclusion est qu'en cas de viol, on peut défendre le droit à l'avortement, mais dans la version précédente, le droit à l'avortement peut être défendu dans un cadre plus général. Avec cet argument, on peut se rendre compte que le droit à l'avortement dépend surtout du moment où la personne apprend qu'elle est enceinte, ce qui fait que cet argument tend à justifier que plutôt que de choisir une date de fin de droit à l'avortement pour toutes, on pourrait privilégier un temps de réflexion après la prise de sang prouvant la grossesse. Mais c'est un autre débat. Nous avons donc vu un argument philosophique permettant de justifier que l'avortement peut être un droit moralement acceptable sans en arriver à affirmer que le fœtus n'a aucune valeur, ce qui en y réfléchissant sincèrement serait exagéré. L'idée est que les droits absolus inébranlables n'existent pas, car ils peuvent entrer en conflit, et dans ce cas, il faut faire des compromis entre les droits fondamentaux. Dans certains contextes, l'un l'emportera, et dans d'autres contextes, ce sera le deuxième. Maintenant que l'on a réfléchi sur les arguments pour et contre le droit à l'avortement, nous allons nous demander pourquoi les personnes pour ont généralement les moins bons arguments. Pour le comprendre, il faut se rendre compte que dans une société, il existe des débats qui se tranchent. Il y a des décennies, c'est le débat sur l'avortement. Précédemment, le droit des votes des femmes et l'égalité des personnes, peu importe leur couleur de peau. Aujourd'hui, les débats en cours sont par exemple sur le bien-être animal ou le respect de la transidentité, alors que le respect de l'homosexualité est maintenant un débat presque acté, mais ça n'était pas le cas il y a 20 ans. Sachant qu'ici, parmi les débats tranchés, je n'ai parlé que de droits accordés, mais il y a aussi eu des débats tranchés par la négative, comme pour le droit au sexe entre adultes et jeunes adolescents dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut savoir que si on continue à débattre continuellement des mêmes sujets, alors par manque de temps, on ne peut pas débattre des nouveaux sujets et donc nous restons bloqués sans possibilité de s'améliorer. On peut comparer cela à la différence entre une science mûre et une pré-science selon Kuhn. Une science mûre aura réussi à dégager un consensus permettant de rentrer dans des sujets précis, alors qu'une pré-science n'aura pas de consensus. Chaque chercheur repart quasiment de zéro et donc ne peut pas entrer en profondeur dans un sujet. Pour le visualiser, vous pouvez imaginer que dans la science, on construit un immeuble et que nous acceptons les étages du bas pour construire les derniers. Les constructeurs, pour être experts, doivent tout de même connaître les derniers étages, mais ils ne peuvent pas connaître tous les étages. De la même manière, par rapport aux débats sociétaux, si on veut avancer dans les débats, il est impératif d'accepter une base commune, ce qui fait qu'aujourd'hui, la base est notamment constituée de la défense du droit au respect des personnes non blanches, du droit de vote des femmes, du respect des droits des homosexuels et aussi du droit à l'avortement. Ce n'est donc pas problématique que les personnes pour le droit à l'avortement ne soient pas capables de défendre convenablement ce droit. Comme nous venons de le voir, c'est même normal. S'ils étaient experts de tous les débats sur les anciens droits sociétalement aujourd'hui acceptés, alors ils n'auraient pas le temps de s'occuper des débats contemporains. Mais le problème arrive lorsque les personnes pour le droit à l'avortement sont sûres d'avoir les bons arguments alors que ce n'est pas forcément le cas. Pour conclure, revenir constamment sur des droits durement acquis par la force des arguments et des manifestations est la meilleure manière d'empêcher les débats sur les sujets sociétaux contemporains. Sur ce, je vous laisse en espérant que cette vidéo vous aidera à nourrir votre réflexion sur ces sujets complexes.